Merci beaucoup, M. Renaud, pour cet excellent exposé qui va même au-delà d'une exégèse de la pensée dantétienne. Maintenant, nous aurons l'auteur lui-même, M. Dantec, qui va nous parler, je pense, de résistance politique et spirituelle. Bonjour à vous tous. D'abord, je crois qu'il faut qu'on parle de ce qui vient de se passer. Parce qu'un texte comme ça, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il va être d'une certaine manière immortalisé. Pouvez-vous élever plus fort, s'il vous plaît? Plus fort? Ouais. Ah bon? Ok. D'accord. Donc, comme je disais, il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire que un événement, c'est quand surgit une vérité. En l'espace de, je sais pas, 30 minutes, on va dire, Jean Renaud a fait bien plus que vous présenter mon travail. Évidemment. Il fait toujours plus qu'on lui demande. En fait, il nous a fait un véritable exposé en prenant exemple avec un certain nombre d'éléments présents dans les œuvres, mais en fait, il nous a fait un exposé du nihilisme. J'ai rarement vu, j'allais dire, une exégèse de la chose aussi, à la fois aussi bien construite et aussi claire, qui plonge à la fois, j'allais dire, son observation, ses racines dans l'observation d'un réel contemporain, tout en étant capable de nous emmener jusqu'à Bossuet, et j'imagine que vous auriez pu remonter encore plus loin encore. Donc, c'est très difficile. Moi, je n'ai pas voulu préparer de texte. C'est d'ailleurs la première fois que ça m'arrive. Parce que, comment dire, je n'avais pas envie que cette rencontre soit de nature un peu, j'allais dire, magistrale. Enfin, quelque chose d'apparenté. J'ai déjà fait des conférences. Ça va, je connais je connais la chose, et je me suis dit, bon, plutôt, je vais en fait me laisser, je vais laisser mon cœur ouvert à ce qui va se produire. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe, au moment où ça se passe. D'abord, j'ai noté que Luc, dans sa présentation, mais je lui en fais pas reproche, m'a décrit comme un écrivain français exilé à Montréal. C'est désormais terminé, cette époque est révolue. Je suis un écrivain canadien, français, puisque j'ai deux nationalités, ce qui me permet de dire que je suis canadien-français. Et je le suis. Et ce qui est intéressant, c'est après comment Jean Renaud évoque les deux dates, j'allais dire, fatidiques, du 11 septembre 2001 d'une part, du 16 février 2004 d'autre part, comme effectivement deux événements cruciaux. Mais peut-être, et c'est normal, pense-t-il que, bon, j'allais dire, ça m'est arrivé, c'est survenu ici, et j'étais là un peu par hasard. Alors il se trouve que s'il y a un Dieu auquel je ne crois pas, c'est le hasard. Je pense que précisément, à la fois ce que vous a dit Jean sur, j'oserais dire, l'existence au sens heideggerien américaine, cette expérience continuelle que les Nord-Américains, avec leurs différences, mais aussi avec, j'allais dire, une communauté d'esprit de base, est en train de faire. Et d'autre part, ce qui, moi, m'est arrivé, c'est-à-dire que moi, si vous voulez, j'ai l'impression que je devais venir en Amérique pour me convertir au christianisme, et que je devais être en Amérique le jour du 11 septembre. Vu ce que j'ai connu avant, je pense que c'est une logique absolument imparable. Et que, effectivement, un Dieu qui n'est pas le hasard, donc, a fait en sorte que la chose se produise. Parce que j'étais déjà dans une, par ma littérature, j'allais dire, j'étais déjà dans une déportation. Appelons les choses par leur nom. Une auto-déportation.
Mais c'était ça l'idée. Et bizarrement, ça rejoint aussi ce que disaient Jean sur, j'allais dire, ce monde qui s'est doublement polarisé sur des contraires dialectiques qui constamment marchent de pair. Comme il le disait, insensibilité qui va avec sensiblerie, humanitarisme, j'allais dire, social qui va avec une absence totale de réelle compassion, etc., etc. Bizarrement, je sais, je me semble me souvenir que c'est lors de l'écriture des Racines du Mal que justement quelque chose a commencé à sérieusement s'effondrer. Un certain nombre de croyances qui formaient corpus, j'allais dire, ont commencé à se dissoudre. Et bizarrement, c'est justement par Schatzman. Parce que la différence, malgré tout, qu'il y a entre, j'ai lu Un tueur sur la route, qui est un classique des classiques pour moi, évidemment, la différence entre Plunkett et Schatzman, c'est que, bizarrement, et vous avez raison, cette espèce de gnosticisme dans lequel vit mon tueur en série, il y a une part de vérité parce que lui, il sait que nous vivons dans un simulacre. C'est que, précisément, c'est ça sa problématique. À la limite, Plunkett, ok, il sait fabriquer son simulacre, il n'y a pas de problème, c'est mobile, tout ça, enfin bon, tout va bien. Comme vous dites, avec la musculation, j'allais dire, il se refabrique quasiment constamment un nouveau corps. Schatzman est dans un état complètement inverse, son corps est laissé à l'abandon. Sa nourriture n'est pas descriptible pour ses yeux. Et en fait, simplement, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a rompu, qui a été brisé par le fait qu'effectivement, le monde réel est aujourd'hui en voie d'être recouvert par un fantastique simulacre. Ce qu'on pourrait appeler un univers persistant, si vous connaissez la chose sur Internet, c'est-à-dire ces univers qui existent par eux-mêmes désormais, dans lesquels votre vie se vit sans vous, mais désormais par communauté de milliers d'individus, j'ai même sans doute maintenant de millions d'individus. Ben, bizarrement, évidemment, la technologie c'est aussi un miroir. Elle nous tend notre propre miroir. Elle nous dit regardez ce que vous êtes en train de faire. Alors on le fait, mais en même temps on ne se rend pas compte qu'on le fait aussi dans le réel. C'est-à-dire qu'on est en train de remplacer le monde créé par le logos, par le monde, alors Jean dirait décréé, moi je dirais recréé, par l'homo sapiens sapiens dominator, qui a pris possession de la planète, effectivement comme un démiurge. Très étrange de constater effectivement là aussi comment je suis venu au christianisme par l'antichristianisme. Un antichristianisme, j'allais dire, philosophiquement marqué par Nietzsche, et comment bizarrement, j'en suis aussi revenu, enfin, je suis aussi venu au christianisme par Nietzsche, en comprenant que c'était peut-être au XIXe siècle, à part peut-être Kierkegaard, mais bon, c'est un cas à part, que c'était au XIXe siècle peut-être la seule personne qui avait compris le Christ, et que c'était pour ça que soudainement, un beau jour de 1889, il s'est tué à jamais. Pour plus de 10 ans. Parce que je pense qu'il a fait l'expérience, parce que Nietzsche était un homme qui croyait à la valeur éducationnelle du corps, et que je pense qu'il a fait une expérience physique de la présence du Christ, et que ça a littéralement, je dirais, non pas remis en question même son système de pensée, je pense que même d'une certaine manière ça l'a mené à son aboutissement, mais c'était un aboutissement que Nietzsche ne pouvait pas, j'allais dire, assumer d'une certaine manière. Sa psyché, comme dit Jean, n'était pas prête. Toute sa vie avait été tellement tendue dans l'autre sens, et donc ça a brisé. Et j'allais dire, la compréhension de ce phénomène m'a fait comprendre, enfin oui, je veux dire, ce phénomène, son analyse, m'a fait comprendre que c'était peut-être quelque chose que je suivais moi aussi. C'est-à-dire que je sais très bien que les racines du mal sont empreintes, j'allais dire, même d'islam. J'ai failli me convertir à l'islam peu de temps avant l'écriture de ce roman. Donc, et puis moi, quand j'essaie de me convertir à une religion, si vous voulez, je ne me contente pas de dire pif-poche. Donc, si vous voyez, il y a effectivement dans les racines du mal, du gnosticisme. Je pense que l'islam a un rapport, je vais dire, extrêmement étroit avec les hérésies gnostiques du 1er siècle.
évidemment une influence de l'islam. Et puis, petit à petit, se produit cette déportation qui va m'emmener ici, qui va m'emmener chez vous, au Canada, au Québec, à Montréal. Et cette déportation se produit aussi, bizarrement, au moment où je suis en train de remettre en question non seulement mes certitudes littéraires, ce qui était assez facile, mais surtout mes certitudes philosophiques. Donc, encore une fois, c'est un mouvement, j'allais dire, général, laboratoire de catastrophe générale. Le titre n'est pas venu non plus par hasard. C'est que quand je me suis retrouvé ici, au bout de 2 ans d'expérience, j'allais dire nord-américaine, j'ai compris que l'expérience serait sans retour. C'est-à-dire que je ne crois pas aux gens qui viennent en Amérique pour retourner chez eux. Vous venez en Amérique parce que l'Amérique c'est chez vous. Avant même que vous en soyez, que vous soyez parti de votre pays d'origine, c'est déjà chez vous. Si ce n'est pas le cas, bah vous serez un touriste. L'Amérique est venue me happer, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que le fait après d'être venu au Canada a ses raisons particulières, mais j'allais dire, la civilisation nord-américaine, ce qu'elle représente, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, j'allais dire de l'Alaska au Texas, c'est ça qui est venu me chercher, mais depuis que je suis enfant. Quelque chose me disait que dans cet autre monde, dans ce nouveau monde, se produirait quelque chose par rapport à mon existence profonde, ignorant évidemment à l'avance ce que ça pouvait être, parce que sinon ça n'aurait pas fonctionné. Donc il fallait que ce soit un mystère. Ce mystère, c'est j'allais dire, déguisé d'une certaine manière, en un certain nombre d'événements, appelons ça des événements qui me sont arrivés dans ma vie personnelle et qui ont fait que j'ai pris la décision, entre guillemets, de partir ici. Mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que ça n'a fait peut-être que vaguement accélérer le processus. Plus je me remémore cette période qui va, disons, de mon retour de Bosnie-Herzégovine à mon départ ici, les 4 ans qui se sont déroulés, c'est l'évidence que petit à petit, je commence à marcher sur la terre américaine avant même d'avoir fait mes premiers papiers d'immigration, si vous voulez. Elle est déjà là, et en plus, j'ai le pressentiment que, bizarrement, c'est là que ça va se passer. Je ne sais pas quoi. C'est un instinct. C'est que c'est là que ça va se passer. Alors évidemment, le matin du 11 septembre, je me suis dit, bah oui, mais c'est là que ça se passe, évidemment. Et puis c'est là que ça se passe, et bizarrement aussi, c'est là peut-être que les gens ont moins conscience que c'est là que ça se passe. C'est la problématique que posent les gens, peut-être de manière induite, sur ce confort intellectuel. Bon, il parlait de conformisme, conformisme. Hein. Donc c'est vrai que quand on est assis dans un gros divan bien confortable, au bout d'un moment, la pensée s'assoupit. Et que le problème des Nord-Américains va être à nouveau de se reconfronter au monde réel. Parce que, grâce, bon, j'allais dire la liste serait infinie, mais grâce à tout un tas de choses, au XXe siècle, on va dire, l'Amérique du Nord, dans son ensemble, est devenue, je sais bien qu'il y a eu des crises, on a tous vécu des guerres, pas de problème, mais enfin, c'est quand même devenu le pays du grand confort. Or, le problème, c'est que cette époque est terminée, définitivement. L'époque du moteur à explosion est terminée. Là, c'est pas un discours écologique. Moi, je vais vous dire un truc. Les problèmes de réchauffement planétaire, honnêtement, je dis cache pour mes amis écologistes, j'en ai strictement rien à battre. Par contre, qu'il y ait des politiques réelles de sécurisation de l'approvisionnement énergétique, qu'il y ait des politiques réelles pour que, puisque le pétrole est une arme dans les mains de certains, eh bien, que nous puissions la retourner. Pour ça, c'est pas compliqué. Il suffit de plus s'en servir. Or, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, stratégiquement, la résistance, elle est scientifique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, stratégiquement, la résistance, c'est dans les laboratoires que ça se passe. C'est là que ça se passe, chez vous, et un peu plus au sud. La résistance, ça va être qu'un beau jour, tous ces beaux Derrick
brûleront sur place. J'espère dans moins de 20 ans. Parce qu'on aura fabriqué des technologies alternatives qui font qu'on aura juste besoin de 1/10, ou du 1/20, ou de 1/100 pour quelques matériaux plastiques, par exemple, du pétrole qui est consommé aujourd'hui. Donc tous ces roitelets pétrolifères qui nous donnent des sons brûleront sur place. J'espère dans moins de 20 ans. Parce qu'on aura fabriqué des technologies alternatives qui font qu'on aura juste besoin de 1/10, ou du 1/20, ou de 1/100 pour quelques matériaux plastiques, par exemple, du pétrole qui est consommé aujourd'hui. Donc tous ces roitelets pétrolifères qui nous donnent des sons de démocratie, comme en ce moment. Il faut les mettre au pied du mur. Quelle est la richesse de l'Occident? Précisément, le moment où raison et foi ne faisaient qu'un. C'est Saint Bonaventure qui a compris qu'à partir du moment où on a coupé ça, j'allais dire à la hache, les problèmes ne faisaient que commencer. Et ça nous ramène au XIIIe siècle, ce qui ne nous rajeunit pas. Mais en attendant, on a fabriqué la bombe atomique. Bon, avec des savants juifs qui avaient échappé de peu à Auschwitz. On a fabriqué de quoi aller sur la Lune. Même les Russes n'y sont pas arrivés. Alors qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir une vision qui consiste à se dire que oui, effectivement, c'est vrai, la bataille aujourd'hui est, entre guillemets, écologique, au sens d'une véritable écologie scientifique et stratégique, au sens de stratias, armée, en grec. Si ça, ce n'est pas pris en compte par les politiques, alors, comme le faisait remarquer, je vais dire Jean Renaud dans sa dernière aventure rhétorique, la restauration n'aura pas lieu. La forteresse s'effondrera. Le monde entier connaîtra le pire, entre guillemets, Moyen-Âge, qui pour moi est quand même l'âge des Lumières, c'est vrai. Donc on va dire la pire Renaissance. La pire Renaissance que le monde aura connue depuis belle lurette. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui doit être croisée. Je suis très étonné, par exemple, je le dis très honnêtement, de la timidité des conservateurs québécois. Honnêtement, à part sur certains domaines, mais il y a une timidité politique qui est absolument effarante. Je veux dire, alors qu'il y avait, en tout cas, puisqu'il y a peu, un momentum, avec l'arrivée de Harper, la montée de Mario Dumont, il y avait peut-être l'occasion de saisir, une occasion à saisir pour, j'allais dire, commencer à réinstituer une vraie politique, qui n'est pas donc simplement du syndic de propriété, hein, on est d'accord, hein, il consiste à s'occuper des véritables problèmes qui vont des problèmes du local control au problème de la souveraineté politique suprême, ce que savait Joseph de Maistre, ce que sait pertinemment Jean Renaud, évidemment. Donc la politique, c'est pas obligatoirement, j'allais dire, ce qu'on essaye de vous faire croire que c'est ça la politique. Le simulacre est précisément là pour vous dire, bah, allez manifester pour... voyons, c'était longue là aussi, je sais pas... par exemple, pour aller manifester pour une bonne guerre interpalestinienne entre le Fatah et Gaza, par exemple, je sais pas, non, peut-être pas. Donc, voilà, bah, vous allez manifester pour quelque chose, ça c'est bien, ça c'est bien. Par contre, commencez à réfléchir au-delà des oukases, en fait, de l'intelligentsia intellectuelle est peut-être un bien grand mot, mais enfin, bon, on va dire ça, et médiatique, là les problèmes commencent. Aujourd'hui, vous avez remarqué, si vous n'êtes pas pour Kyoto, vous êtes un affreux Albertain, avec des grandes cornes, qui ne pense qu'à polluer la planète avec son sale pétrole, schisme bitumineux. Il y a un moyen de contrer les écologistes, et il est très simple. Les gens, ils connaissent le mot, c'est la vérité. Le protocole de Kyoto est une vaste blague. Le protocole de Kyoto a pour objectif, faut le savoir, central, de faire en sorte qu'en l'an 2100, la température moyenne de la planète n'ait pas augmenté de 2 degrés centigrades. Ça va loin. 2100. Les mecs, ils savent déjà ce qu'est l'expression de 1100, attention. Hein. Donc voilà, si vous voulez, ce que j'appelle l'église de Kyotologie,
absolument, qui a aujourd'hui, si vous voulez, c'est même pas un pignon sur rue, je veux dire, c'est carrément accès direct à vos cerveaux, okay, par voie de plugin médiatique constant, où les hommes politiques sont interpellés constamment là-dessus, où les intellectuels, entre guillemets, les écrivains, etc., moi-même, je me demandais le téléphone. Ok, d'accord. Donc, c'est vrai que la meilleure réponse à leur apporter, c'est de mettre en place de vrais outils d'une écologie scientifique, politique, au vrai sens du terme. C'est-à-dire, qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons? Qui a duré des siècles, qui a eu des avancées, des reculs, des mélanges, des brisures, etc. Mais qui est une invention de l'Occident, qui est une invention de la Grèce, soyons clairs. C'est à nous. C'est une marque. Donc, on n'exporte pas la démocratie, malheureusement, comme on exporte ou on importe du pétrole. Donc ça va être beaucoup plus simple. Maintenant qu'on sait ça, je veux dire, mais pourquoi apporter la démocratie dans des pays qui, de toute façon, n'en ont pas besoin? Il n'y a pas besoin de démocratie en Arabie Saoudite. Vous dites qu'il y a la démocratie en Arabie Saoudite, franchement. Ils réfutent jusqu'à l'existence même, ben, je veux dire, jusqu'à... Enfin, comment dire? Oui, enfin, l'existence même, quasiment, enfin, l'existence intellectuelle, si vous voulez, de Platon, d'Aristote, etc., de ce qu'ils font, civilisation. Donc, il faut les laisser avec leur pétrole. Et nous, il faut qu'on trouve un autre truc. Un truc qui marche mieux, en plus. Un truc qui fera que nos avions, ils iront 10 fois plus vite qu'avec le pétrole. En plus, on va rigoler. Des choses comme ça. Là où ça se passe, ici en Amérique du Nord, c'est dans vos cerveaux. C'est la chance que vous avez. Mais c'est aussi, malheureusement, la malchance. C'est que quand soudainement ça s'est libéré du monde réel, si vous êtes plus connecté à la réalité, si effectivement, malheureusement, on va dire, bon, je ne sais pas dire le mot complot, mais disons, un ensemble de forces, de tendances lourdes dans la société, font en sorte qu'on se déconnecte du monde réel, que soudainement, donc l'écologie, c'est Kyoto. Ah bon? Sans blague. Mais non. L'écologie, c'est Frank Herbert, écrivain de science-fiction. C'est lui qui a inventé le mot, en plus. Donc, trademark, là aussi. Le mec de Greenpeace, va falloir repasser. Ok? Et c'était qui, Frank Herbert? C'est un type qui a étudié les rapports fondamentaux qu'il y avait entre tous les êtres vivants dans un environnement, on va dire, topologie qui formait sens. Donc il a beaucoup étudié les déserts, ce qui a fait qu'il a écrit Dune, évidemment. Bon, c'est pas grand-chose par rapport aux gens qui sont des experts, hein, et qui vous font croire que Kyoto, c'est ça l'écologie. Et qui vous font croire plein d'autres choses, au demeurant que donc la moindre usine, ou surtout la moindre centrale nucléaire, par exemple, serait dangereuse. Bon, comme le disait Michel Houellebecq, avec forte pertinence, Tchernobyl n'a pas prouvé que l'énergie nucléaire ne fonctionnait pas, elle a prouvé que le système soviétique ne fonctionnait pas. Donc, c'est toujours au même niveau que ça se place. Oui, il va falloir peut-être des centrales nucléaires de 3e génération, mais ça voudrait dire qu'on ait la volonté politique de pouvoir dire aux gens, on peut le faire. Il faut savoir que quand même en France, qui n'est pas un pays que je porte spécialement dans mon cœur, mais avec lequel, bon, je veux dire, je suis obligé de reconnaître aussi un certain nombre de choses. Dans les années 70, les ingénieurs français ont fabriqué une chose assez phénoménale qui s'appelait le surgénérateur Phénix, qui est Super Phénix. C'était une centrale nucléaire, on verra que ça posait des problèmes, mais qui avait quand même comme, j'allais dire, système intéressant à la base, c'est qu'elle produisait plus de plutonium qu'elle en consommait. C'est-à-dire qu'on avait à la fois une machine qui fabriquait de l'énergie et qui refabriquait son propre carburant. Le problème, c'est que vu qu'elle en fabriquait un peu trop, on était obligé de le stocker dans des endroits qui ne sont pas très bons. Mais il y avait au moins un système. Bon, ça a été abandonné sous pression des écologistes, parce que oulala, c'est mal. Surgénérateur, en plus, rien que le nom. Bon, donc, hein, on arrête tout. On arrête tout, et, si vous voulez, les dizaines d'années de travail d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques, bon, c'est rangé quelque part. Bon, ça attendra 2100, probablement.
Donc voilà ce que j'avais à vous dire, moi. En tant qu'écrivain aussi, j'ai un rôle à tenir par rapport à ça. Mais je peux pas je peux pas me positionner précisément comme un descripteur du monde réel. Précisément, nous les écrivains, nous faisons nôtre, effectivement, d'une certaine manière, le fait que c'est dans notre monde imaginaire qu'est le monde réel. Mais pour autant, nous ne prétendons pas, à l'inverse de beaucoup de politiciens, qui d'ailleurs n'écrivent pas de livres, enfin, qui se les font écrire par leurs chiens, nous ne prétendons pas que ce monde imaginaire remplace le monde réel. Par contre, bizarrement, nous serions tentés de dire, en fait, c'est par l'imaginaire que nous entrons en contact avec le monde réel. C'est précisément parce que nous restituons une authentique valeur symbolique à l'imaginaire que nous parvenons à, d'une certaine manière, entrer au cœur même du réel. Et je pense que ça, c'est justement là aussi l'inversion. C'est-à-dire que le problème du XXe siècle, en fait, c'est que tous ces mouvements dadaïstes, surréalistes en particulier, etc., ont cru que, j'allais dire, la fonction, au sens de fonctionnalité de l'écrivain, était bonne pour la société. Et que donc il fallait la distribuer d'une certaine manière gratuitement, comme ça, tout le monde est un artiste en plus, bon, on fait des cadavres exquis, enfin, bon, d'accord. Et c'est ça la tromperie. C'est qu'un écrivain, il est seul. Tout écrivain déjà qui se met en groupe, pour moi, est suspect. Ça c'est clair. Futuristes, dadaïstes, surréalistes, tous compris là-dessus, pour moi, sont suspects de s'être mis, j'allais dire, dans un système collectif. C'est précisément donner prise à l'inversion qu'il va y avoir. C'est-à-dire que, soudainement, effectivement, nous allons entrer dans un monde, comme disait, je crois, Marcel Decort, une dissociété, un monde dans lequel le lien n'est plus que subjectif. Il est ce que j'en fais, ce que j'en veux, j'ai ma vérité, etc., etc. Je suis un artiste, après tout, moi aussi, je peux prendre une toile blanche, faire un trait rouge, et puis mettre mon nom, Marcel Dupont, et je suis un artiste. Et ça a marché pendant longtemps. Et ça marche encore. Bon, le problème, c'est que précisément, un artiste, c'est l'inverse. Un artiste, c'est quelqu'un qui, parce qu'il est happé, d'une certaine manière, par l'imaginaire qui surgit à l'intérieur de lui, va être catapulté à l'intérieur du réel. J'allais dire, presque à son corps défendant. Et j'allais dire, il va tenir un rapport des dégâts. Et c'est ça le roman. Donc, tant de traumatisme, tout ça. Moi, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. J'allais dire, je fais de mon mieux comme écrivain pour essayer de montrer comment la technique a fabriqué un monde au cours du XXe siècle qui s'est superposé au monde réel. Mais bizarrement, je ne suis pas un technophobe. Je pense aussi que c'est précisément dans le cœur paradoxal de la technique, comme l'a senti entre autres le philosophe Martin Heidegger, que se trouve bizarrement le salut. Comme le savait Baudelaire, art, artifice. La nature sur l'artifice, peut-être n'est-elle pas vraiment nature. Parce qu'il faut peut-être des hommes pour qu'il y ait une nature. Il faut savoir, par exemple, là aussi, quand des gens vous disent, ils parlent de la forêt vierge, c'est un truc qui m'a toujours fait rire. Ça n'existe pas. Ça fait des milliers d'années que l'Amazonie est parcourue de long en large par des tribus amazoniennes, évidemment, je ne peux pas être parisienne, donc par des tribus, des populations qui ont transformé, évidemment, leur environnement. Or les gens, enfin je veux dire les occidentaux, ceux qui décrivaient assez bien notre ami Jean Renaud, qui arrive là, ah mon Dieu, c'est sauvage. Donc ils croient que c'était comme ça il y a 10 000 ans, mais non, c'était pas comme ça. Il a fallu justement 10 à 20 000 ans pour que ce soit comme ça, de travail, d'une certaine manière, des hommes qui étaient sur place. Donc la nature n'est jamais vraiment nature que quand elle est humanisée. Chose que les écologistes aussi ont tendance à oublier, puisque maintenant le grand coupable, après être devenu un dieu sur la Terre, on a trouvé le nouveau bouc émissaire, c'est l'homme.
On n'arrête pas de faire des allers-retours assez hallucinants, j'allais dire, depuis quelques siècles. Ouais. Ça donne le tournis à n'importe quel des murs, je sais pas, moi. Maintenant, l'homme est coupable. C'est lui le coupable, le méchant. Pour qu'on puisse sauver une colonie de dioptères, ou je sais pas, quelques feuillus, peut-être. Bon, la mort de 1 million ou 10 millions d'individus, peut-être que tu ne poserais pas de problème. Donc là aussi, il y a un rapport avec l'eugénisme. Et j'allais dire, la manière dont cette société, enfin ces sociétés, ces 10 sociétés, sont en train de fabriquer ce rapport très spécifique qu'on a avec nous-mêmes, avec notre propre corps, qui est devenu, oui, matière recyclable, écologique. Auschwitz, summum de l'écologie. Faut bien le dire. Donc voilà, on passe de l'euthanasie à l'eugénisme, à l'écologie dite politique, alors que c'est précisément une écologie anti-politique. J'allais dire, à l'invective généralisée envers ceux qui ne pensent pas dans les traces de ce que Jean appelle, disons, le libéralisme, le modernisme né des bon, oui, protestantisme, du libéralisme anglais, etc., et français. Comment faire pour être un écrivain au XXIe siècle? Comment faire pour être français, par exemple, déjà, au XXIe siècle? Gros problème. Je plains mes compatriotes. Comment faire pour être un écrivain français en ayant quelque chose de pertinent à dire? Où être? Où se placer? Où regarder? Dans quelle direction avancer? Ou reculer, même, s'il le faut. Ben voilà, c'est ce qui m'est arrivé en venant ici, depuis 8 ans maintenant. Et donc, je vous remercie pour votre présence.